Je fais un contrat du 9 au 31 sur. Alors voilà, pour rappeler un petit peu, donc bonjour à tous, bienvenue pour cette journée de notre semaine Un jour un outil. Donc l'idée c'est de lancer un nouveau format, donc vous proposez tous les jours un outil durant cette semaine. Ces outils seront mis à disposition sur notre site internet. Et l'idée c'est de vous préparer du coup à votre semaine sécurité patient qui aura lieu en novembre. Donc, on présente tous les jours une thématique a été présentée, donc une thématique différente par jour. Et à la suite de cette présentation, le webinaire, donc le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube et les outils seront mis à disposition sur notre site internet. Vous allez pouvoir du coup les récupérer et les déployer au sein de vos établissements. Juste un petit rappel, donc on a vu il y a quelques semaines, on a fait un premier webinaire sur l'implication des représentants des usagers dans la semaine sécurité patient, où on a du coup présenté différents ateliers, etc. Lundi, nous avons eu les incontournables du CREX. Mardi, nous avons eu pourquoi le médicament à risque est-il aussi méchant. Hier, nous avons eu l'identito-vigilance, le bon soin au bon patient. Et aujourd'hui, donc, nous sommes sur la thématique de l'éthique. Donc, voici le déroulement du webinaire. Donc, un petit point sur le questionnement éthique. Et ensuite, on va décortiquer un petit peu le nouveau critère HAS. Et ensuite, la mise en place en établissement. Donc, on vous proposera des outils où on aura le retour d'expérience du centre hospitalier de Denain. Je laisse peut-être la parole à Christophe. Oui, juste un petit mot d'introduction. Donc, moi, je suis extrêmement content qu'on ait réussi à bâtir ce webinaire. Je remercie grandement l'Espace éthique régional, Monsieur Slama, Madame de Carne. Je remercie aussi Laurine, Cédric et Noël qui ont aidé à bâtir ce webinaire. Effectivement, l'éthique est rentrée maintenant de plein pied dans notre stratégie de prise en charge du soin. Elle fait partie de la réflexion obligatoire maintenant dans beaucoup de situations. Et il est important que celle-ci ait sa place dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux et que les acteurs, les soignants puissent avoir des repères, des procédures et une manière de l'aborder qui soit la plus, on va dire, éthique possible. Et donc, c'est un petit peu l'enjeu de ce webinaire, de mettre en place l'ensemble des fondations nécessaires pour avoir un questionnement éthique en établissement et dans l'établissement dans lequel on travaille, le plus pratique, le plus usuel possible et le plus usité, le plus utilisé par l'ensemble des soignants. Je remercie encore tout le monde et je laisse l'Espace éthique débuter ce webinaire. Merci beaucoup pour votre invitation et pour cette réunion que vous avez organisée. Je crois que c'est très, très important. D'abord, effectivement, comme vous le disiez, d'inclure l'éthique dans la réflexion du soin, mais pas que dans la réflexion du soin. On peut dire aussi dans le management des établissements, parce que c'est un élément aussi important, hein. L'éthique ne s'applique pas qu'aux soignants, mais s'applique à tous les établissements de soins et pour tous les métiers qui visent à essayer d'améliorer la prise en charge des patients. Alors, quand on parle de réflexion éthique, alors il faut bien comprendre que l'éthique, c'est un petit peu différent de la morale, c'est la réflexion éthique là, sur cette définition. Vous allez voir qu'on a plusieurs définitions différentes. On a essayé de prendre un certain nombre de définitions, on va dire un peu officielles. Donc, c'est la réflexion éthique pour l'ANESM, la réflexion éthique émerge d'un questionnement pouvant provenir des professionnels, des personnes accompagnées ou de leur entourage. Alors ça, c'est intéressant. La réflexion éthique, c'est à partir d'une question qu'on se pose pour laquelle on n'a pas de réponse. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réponse législative, on n'a pas obligatoirement une réponse morale, on n'a pas une réponse religieuse, on a, voilà, et donc ça va nécessiter de façon collective d'essayer de répondre à ce questionnement
dans une pluralité de points de vue et le plus souvent à partir d'une situation singulière et concrète qui, comme le dit la définition, entre en contradiction avec des valeurs ou principes d'intervention d'égale légitimité. On verra qu'il y a beaucoup d'exemples autour de ce diaporama, hein. Vous verrez que c'est ce qu'on peut se poser comme question au quotidien. Alors, il y a une autre définition qui est donnée par l'HAS qui dit que lorsque les normes et les règles de comportement sont à construire, à inventer, à forger, l'éthique est une réflexion généralement collective. Alors, vous avez vu que dans les deux définitions, on est bien dans du collectif, c'est-à-dire que l'éthique, c'est un groupe, plus ou moins grand, plus ou moins restreint, dans un espace qui peut être dans un espace professionnel et voilà et donc c'est vraiment une réflexion collective avec une approche donnée par chacun sur les valeurs humaines. La vie, la mort, le respect des personnes, la liberté d'aller et venir, et cetera, et cetera. Et donc elle repose sur réflexion, discussion et elle doit aboutir à un certain nombre de conclusions si on veut être pragmatique. Diapositive suivante. Alors, les mots importants ont été soulignés là, ont été mis en caractère gras. Alors, réflexion éthique permet de prendre des décisions les plus justes possibles. Donc, on est bien là-dessus, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur une réflexion philosophique, hein. La philosophie fait partie intégrante de la réflexion éthique, mais la réflexion éthique, elle aboutit à une décision qui doit être la plus juste possible. Elle donne un sens aux pratiques et elle renforce les relations de confiance entre les différents acteurs. C'est ce que précise la SR en 2010. Et quand on lit finalement la suite de la définition de l'HAS 2023, eh bien, on retourne sur la même idée, c'est-à-dire qu'on est face à une situation clinique qui est complexe, hein. Si elle n'était pas complexe, eh bien, on pourrait la résoudre tout seul. Et ça engendre des conflits de valeurs, voilà. Doit-on limiter les visites en période de Covid? Doit-on attacher un patient qui est agité? Peut-on céder à une demande d'un patient qui veut manger, qui veut faire la grève de la faim parce qu'il pense que sa vie est terminée? Enfin voilà, tout un tas de réflexions qui sont des réflexions pratiques quotidiennes et qu'on va porter collectivement pour essayer de répondre, de proposer une solution qui est encore une fois une solution qui n'existe pas, qui n'est pas toute faite et qui va se construire dans une discussion collective. Diapositive suivante. Alors autrement dit, donc, l'éthique institutionnelle, c'est la promotion, l'organisation et le maintien par les organisations elles-mêmes d'un espace où se pratiquent au plus près les questions. Donc voilà, donc on a l'éthique, ça existe, mais il faut des endroits pour réfléchir. Ah, c'est l'éthique institutionnelle. Voilà, ce sont les espaces éthiques, que ça soit un espace éthique régional ou des espaces éthiques qui appartiennent à chacun des établissements, à chaque groupe. Ça peut être par exemple un espace éthique gériatrique, une filière gériatrique, ça peut être un espace éthique au contraire dans un groupe d'EHPAD. Voilà. En tout cas, il y a un lieu, une institution qui va prendre à sa charge une réflexion éthique et c'est à la fois un lieu d'apprentissage théorique et pratique comme c'est noté ici. Suivant. Alors dans les aspects, alors il y a un certain nombre d'aspects réglementaires, hein, autour de la nécessité de la réflexion éthique. Une des premières, c'était de l'OHPST, hein, qui a fait beaucoup d'encre et qu'on a beaucoup manifesté, enfin, passons là-dessus, qui portait réforme de l'hôpital. Et il est bien noté dans un des articles que les établissements de santé, publics, privés et collectifs, mènent leur saine réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et à la prise en charge médicale. Donc déjà, dans cette loi HPST de 2009, il y avait les premiers éléments
de cette réflexion éthique et de l'obligation, en quelque sorte, hein, de cette réflexion éthique. Après, on passe à janvier 2012, et là, on aperçoit que dans cet arrêté de janvier 2012, eh bien, c'est la création des espaces éthiques. Et ça a été vraiment une étape très, très importante, que la possibilité d'avoir des espaces éthiques régionaux, c'est ce qui a été créé à ce moment-là, et qui ont vocation à susciter, à coordonner les initiatives en matière d'éthique dans les domaines des sciences de la vie et de la santé. Ils assurent, donc c'est notre rôle, hein, nous, l'espace éthique régional, de la formation, de la recherche, de la documentation, des rencontres, et voilà. Donc on est en quelque sorte une instance où on va recevoir un certain nombre de questions, essayer de mettre en place des structures qui vont permettre de répondre localement à ces questions. On est aussi là pour faire des réunions, pour apporter un certain nombre d'informations. On a fait par exemple beaucoup de réunions sur la fin de vie. Voilà. Alors, là, c'est juste pour rappeler que nous avons ce qu'on appelle la CNRR, qui est le rassemblement des espaces de réflexion éthique des différentes régions. Et donc cet espace, ce collège, ce CNRR, cette CNRR, elle dépend directement du ministère de la Solidarité et de la Santé. Elle est très en lien avec le comité, le CCNE, donc le Comité consultatif national d'éthique. Diapositive suivante. On va peut-être pouvoir passer à la diapositive suivante. Alors, quelques exemples que je vous laisse lire, qui n'ont pas besoin de détailler. Voilà, la sexualité en institution, les libertés individuelles en psychiatrie, le refus de soins, etc. etc. Diapositive suivante. Alors, je vous prie d'excuser, je pense que le son n'était pas très bon avec ce que j'ai pu lire comme commentaire, mais voilà, je pense qu'en quelques mots, j'ai donné les éléments principaux de ce qu'est notre espace de réflexion éthique régionale et de ses articulations en particulier au niveau national, de ce qu'est l'éthique. Merci, docteur Slama, pour cette présentation. Donc, l'idée, c'était de poser un petit peu le cadre. Donc, maintenant, ce qu'on vous propose, c'est plutôt décortiquer un petit peu ce nouveau critère HAS, montrer, comme le disait le docteur Slama avec la loi HPST, que le critère n'est pas nouveau finalement. Décortiquer un petit peu ce que les experts visiteurs demanderont au niveau de la gouvernance, ce que les experts visiteurs demanderont au niveau aux professionnels, ils iront sur le terrain, ils iront interroger les professionnels, mais également, sur ce critère, il y a un aspect où en fait on demande l'association des représentants des usagers. Donc voilà, on va vous présenter, vous décortiquer un petit peu ce critère. Donc, comme le disait le docteur Slama, c'est pas nouveau, hein, c'est déjà de la loi HPST, mais on l'a aussi dans le manuel de certification V 2010, une démarche qui n'est pas nouvelle, où en fait on demandait aux professionnels de s'évaluer déjà dès 2010. Donc, le nouveau critère standard de la HS, donc c'est le critère 3.404, l'établissement promeut et soutient le recours au questionnement éthique par l'ensemble des acteurs. Donc, ce qui est demandé, c'est des réflexions collectives et interdisciplinaires. Et ce qui est demandé, c'est d'associer surtout le patient et les proches. Donc, la méthode qui sera utilisée, ce sera l'audit système. Donc, avec des questionnements au niveau de la gouvernance et des professionnels. L'idée, les experts visiteurs poseront des questions à la gouvernance et iront voir si sur le terrain, c'est bien évalué également. Donc là, on vous a remis un petit peu les critères associés. Donc, il y a la prévention des atteintes aux personnes et aux biens. Il y a la gouvernance qui fonde le management sur la qualité et la sécurité des soins. Donc, est-ce que c'est pris en compte au niveau du comité éthique? Est-ce que le comité éthique est bien pris en compte dans le PAX de l'établissement? Est-ce qu'il y a un plan de formation?
Ensuite, on a tout ce qui est le recueil de l'expression du patient. Enfin voilà, ça c'est pour info, on vous a mis un petit peu les critères associés. Donc au niveau des attendus, ce qui est demandé au niveau de la gouvernance, donc est-ce qu'il y a un état des lieux des questionnements éthiques qui est réalisé? Est-ce que c'est partagé avec l'ensemble des acteurs? Et du coup, est-ce que les professionnels sont régulièrement sensibilisés et ou formés au questionnement éthique? Donc l'idée, c'est de savoir est-ce que la démarche est structurée, quel est le périmètre, quels sont les acteurs, est-ce que ça mobilise l'expérience patient, est-ce qu'il existe déjà un comité éthique au sein de l'établissement, est-ce que c'est inclus dans la gouvernance qualité et gestion des risques, est-ce que les professionnels savent à qui parler en cas de questionnement éthique, est-ce qu'ils peuvent faire part de leur questionnement équipe, est-ce que le patient est écouté, est-ce qu'il y a des médiateurs, est-ce qu'il y a le comité éthique? Et est-ce que les résultats sont partagés et sur quelle périodicité? Est-ce qu'il y a des actions qui ont été générées? Est-ce qu'il y a des évolutions d'organisation et sur quelle périodicité? Ensuite, au niveau du questionnement éthique, l'idée, c'est vraiment de capitaliser sur les enseignements de l'état des lieux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'enrichir la prise en charge et le développement des connaissances nouvelles. Donc, en illustration, on vous a remis quelques exemples, hein. Ce seraient des plans de formation ciblés sur une thématique ou sur un service spécifique. Est-ce qu'il y a une évaluation de la pertinence d'un soin au niveau de la transfusion, du bilan sanguin, etc. Est-ce qu'il y a l'amélioration d'une pratique, mise en place d'un projet de soins, traçabilité, mise en place d'outils et de procédures? Des questions-réponses auprès du comité. Est-ce qu'il y a la possibilité de choisir son culte? Est-ce qu'il y a le respect des choix des repas, etc. Donc voilà, là, Dr Slaman en a un petit peu parlé dès le début, mais voilà, c'est ce que les experts visiteurs iront chercher dans l'établissement. On vous a remis un petit peu des exemples de questions qui peuvent être posées au niveau de la gouvernance. Donc, comment la gouvernance identifie le regard au niveau des activités? Est-ce qu'il y a un état des lieux qui est réalisé? Si oui, à quelle date? Est-ce que c'est le premier? Est-ce que ça a été répété? Ces états des lieux, est-ce qu'ils concernent l'ensemble des activités de l'établissement? Comment cet état des lieux a été conçu et déployé? Est-ce que l'établissement a été accompagné dans cette démarche? Est-ce que vous avez eu recours aux ressources de votre espace de réflexion éthique régionale ou à une autre structure experte? Dans quel cadre avez-vous exploité les résultats de cet état des lieux? Est-ce que vous disposez au niveau de l'établissement d'une structure de type comité ou commission éthique? Si oui, est-ce que l'établissement peut décrire la composition, le fonctionnement et les modalités de fonctionnement? Et comment vous organisez-vous pour que le référent éthique soit connu des professionnels? Ensuite, est-ce que les résultats sont partagés avec les professionnels de l'établissement? Si oui, comment? Et qu'a apporté cet état des lieux? Est-ce que l'établissement, la gouvernance peut montrer 2 exemples concrets qui illustrent l'intérêt de cette démarche? Comment est-elle structurée? Réunions, fréquence, composition, nombre de saisines, les difficultés rencontrées, bilan, les liens avec la CDU. Est-ce qu'il est mené auprès des professionnels des actions de sensibilisation, voire de formation au questionnement éthique? Voilà, ça, c'est toutes les questions qui pourraient être, enfin, c'est des exemples de questions qui pourraient être posées du coup au niveau de la gouvernance. Ensuite, donc, au niveau des professionnels, c'est vrai que du coup, le critère va être évalué au décours de l'audit système, donc une partie avec la gouvernance. Et donc là, voilà, les experts iront sur le terrain voir si les professionnels ont bien eu les infos qui découlent de la gouvernance. Donc, est-ce que les professionnels identifient les questionnements éthiques auxquels ils sont confrontés, notamment autour des droits du patient, de leur état de santé, de la stratégie thérapeutique et des soins qui y sont proposés? Est-ce que les professionnels disposent d'un cadre opérationnel qui permette la prise en compte des problématiques éthiques en temps opportun? Et est-ce que l'équipe, en cas de besoin, dispose des ressources externes identifiées d'aide à la prise en compte des problématiques éthiques? Donc l'idée, là, les experts visiteurs iront voir ce qui est fait vraiment sur le terrain. Donc là, c'est vraiment l'idée de savoir si les professionnels sont sensibilisés, formés, si ils ont des modalités de recours pour signaler et traiter du coup ces réflexions éthiques, si c'est vraiment au plus proche du terrain et en temps opportun, et si c'est des questionnements sur des situations récentes, avec peut-être l'identification d'une situation récente, la nature et les actions qui ont été mises en place.
Et ensuite, si les professionnels peuvent avoir recours à des ressources externes qualifiées. Donc, au niveau des attendus, on a repris également quelques questions qui pourraient être posées aux professionnels. Donc, est-ce que les experts visiteurs iront dans les services et poseront quelques questions. Donc, notamment, est-ce que le professionnel a bénéficié de sensibilisation, de formation au questionnement éthique? Est-ce que ces actions ont-elles été pluridisciplinaires? Qu'est-ce qu'ils ont tiré du coup pour leur pratique? Quels qu'ils en ont tiré pour leur pratique? Ensuite, quels sont dans vos pratiques les domaines susceptibles d'être générateurs de problématiques éthiques et adoptez-vous sur ces sujets une attitude proactive? Comment ça se passe quand le professionnel est confronté à un questionnement éthique? Comment ce questionnement est mis en réflexion? Selon si les délais sont satisfaisants, s'ils ont pu répondre à la problématique qui a été identifiée. Est-ce qu'ils ont pu disposer de ressources internes au sein de l'établissement ou est-ce qu'ils ont pu recourir à des ressources externes pour être accompagnés du coup dans cette réflexion? Et il peut être demandé aux professionnels de donner des exemples récents de questionnement de nature éthique qui a donné lieu à une réflexion collective, soit au sein du service de l'équipe, soit au sein de l'établissement. Et du coup, qu'est-ce qui en a résulté? Et ensuite, donc on est sur de l'audit système, on aura une partie sur les attendus du coup pour les représentants d'usagers. Les représentants d'usagers sur cette thématique seront également questionnés. Donc on demande si les représentants des usagers sont associés à la réflexion éthique conduite au sein de l'établissement. Donc au niveau des questions qui peuvent être posées auprès des représentants des usagers, est-ce qu'ils peuvent expliquer comment en fait ils sont impliqués dans cette réflexion éthique qui est menée au sein de l'établissement. Est-ce qu'ils peuvent donner un exemple de cette implication? Voilà, c'est donc là, c'est des questions qui peuvent vous aider du coup à appréhender au mieux ce critère. Après, je pense que le centre hospitalier de Denain va vous expliquer un petit peu son retour d'expérience. Donc, vous allez plutôt avoir un peu plus de concret. Mais là, l'idée, c'était vraiment de vous donner quelques questions pour vous aider, vous, dans vos établissements, à préparer cette visite de certif et savoir ce qui sera demandé aux différents professionnels. Donc, on vous a remis du coup la fiche pédagogique HAS où il y a un peu plus de détails dans cette fiche. Si vous cliquez dessus, vous avez le lien qui vous ramène du coup à la page automatiquement de la fiche. Ensuite, donc la mise en place en établissement. Donc c'est vrai qu'en construisant ce webinaire, on s'est dit comment mettre en place le processus éthique. On vous a un petit peu mis des petites idées de processus éthique avec le numéro de la fiche, l'identification du patient, quel est le type de patient, quelle est sa pathologie. Au niveau de l'analyse, essayez d'évaluer la situation. Ce qui a été fait au patient, évaluer ce qui a été fait au patient et recueillir du coup les attentes du patient. Et ensuite, savoir un petit peu quelles actions peuvent être mises en place au niveau du mode de gestion de la question éthique. Est-ce que c'est une réunion de synthèse pluridisciplinaire, un entretien avec le patient, l'appel au médiateur référent, l'appel au comité éthique, les transmissions ciblées, la sensibilisation, formation des professionnels. Voilà, ça peut un petit peu vous aider. L'idée, c'était de vous donner un petit peu un processus éthique pour vous aider à structurer un petit peu la démarche. Et ensuite, donc l'espace régional éthique, l'espace de réflexion éthique régional a élaboré un questionnaire qui est en cours de déploiement. Il n'a pas été testé, mais du coup, on l'a mis sur notre plateforme Iforab, donc notre plateforme d'enquête en ligne. L'idée, c'est de vous faire un petit état des lieux. Je vais vous partager du coup. Je vous partage tout de suite le questionnaire. Est-ce que vous voyez bien le questionnaire qui est en ligne? Donc voilà, l'idée, c'était de faire un état des lieux des questionnements éthiques. Pas encore, Lorraine. Pas encore? C'est bon. C'est bon? Parfait.
Donc, l'espace de réflexion éthique a élaboré un questionnaire, en fait, pour réaliser un petit peu un état des lieux au sein de vos établissements. Donc, vous pouvez y avoir accès, hein, elle est sur notre plateforme e-forum, donc notre plateforme d'enquête. Vous pouvez répondre, demander aux professionnels de répondre au questionnaire et vous avez un rapport qui se génère du coup automatiquement. Donc, voilà les questions. D'après la définition ci-dessous extraite des documents de la HAS, vous considérez-vous comme sensibilisé au questionnement éthique? Avez-vous bénéficié d'une formation en éthique après votre formation initiale? Non, oui, universitaire ou oui, institutionnelle. Cette formation date-t-elle de moins de 2 ans, de 2 à 5 ans, de plus de 5 ans et sans objet? Lorsque vous êtes confronté à une question éthique dans votre exercice professionnel, à qui en parlez-vous préférentiellement? Donc au cadre de votre service, au chef de votre service, à un de vos collègues, à un référent éthique préidentifié ou je le garde pour moi? Par quels moyens faites-vous préférentiellement? Par téléphone, par mail, lors d'une réunion, lors des transmissions ou sans objet? Avez-vous connaissance de l'existence des ressources internes dans votre établissement ou de ressources externes validées par l'établissement? Donc, est-ce que le professionnel a connaissance du comité éthique, cellule éthique ou groupe éthique, ou une personne identifiée comme référent éthique ou ne sait pas? Et vous est-il arrivé de solliciter des avis à titre privé? Donc oui, oui, non, oui, un juriste, oui, un référent du culte, etc. Et ensuite, on demande aux professionnels de donner un exemple de problématique éthique récente ayant suscité une réflexion collective au sein de l'équipe. Donc voilà, donc l'outil est en ligne. Il n'a pas été testé, mais si vous souhaitez le tester, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et vous pourrez y avoir accès sans problème. Donc il y a toujours le rapport qui se génère à chaque fois automatiquement, hein. Hop, je remets le PowerPoint. Est-ce que vous avez des questions? Alors, n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions ou à poser vos questions. Dans le chat, il y a une question. Le référent éthique doit-il être un professionnel en interne ou peut-il être une ressource externe? Bon, je pense que ça peut être un professionnel en interne ou à partir du moment où vous avez une ressource externe qui peut être disponible, ça peut être une ressource externe également à partir du moment où le professionnel est disponible et connu des professionnels. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors du coup, je laisse la parole au centre hospitalier de Denain pour son retour d'expérience. Merci au centre hospitalier de Denain de nous faire ce retour. Bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bon. Parfait. Donc, Madame Gabel, je suis secrétaire du comité éthique, je suis cadre supérieur de santé également, et je suis donc en présence de... Alors, moi, je m'appelle Alison Gourdin, je suis au comité éthique vice-présidente et je suis infirmière en équipe mobile soins palliatifs. Et j'ai un DU d'éthique à la santé. Ouais, docteur Duclé, je suis médecin en soins continus et président du comité d'éthique. Donc, déjà, on remercie le RSQ de nous avoir invités pour vous faire ce retour d'expérience. On espère que ça répondra à vos attentes. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, on vous propose déjà de rapidement présenter le centre hospitalier, ses caractéristiques, sa taille, ses spécificités, pour pouvoir aussi comparer par rapport à vos établissements. Comment nous, on a mis en place le comité au sein de notre établissement, un peu son bilan, les attentes HAS, on l'a vu donc précédemment, et faire un peu la corrélation entre ce que nous, on a mis en place et ce qui pourrait coller avec les attentes des experts. Donc, le centre hospitalier de Denain est un établissement public qui se trouve donc dans le GHT du Hainaut, à une dizaine de kilomètres du centre hospitalier de Valenciennes, qui est l'hôpital de référence.
bassin de vie, 170 000 habitants. Donc, ouais, c'est bon. Donc, nos activités. Nous avons donc une capacité d'accueil de 571 lits et places, un secteur de médecine avec chirurgie obstétrique, donc maternité, chirurgie, bloc opératoire, urgence, UHCD, une USC, 2 scanners, un IRM. C'est pour donner un peu peut-être les spécificités, les problématiques éthiques qu'on peut rencontrer également. Non, précédente, le secteur de santé mentale également, adultes et enfants. Et une filière gériatrique qui se déploie en fait sur le parcours complet, le court séjour gériatrique, le SMR et des unités d'hébergement pour 2 EHPAD. Alors les agents, au niveau ressources humaines, on compte 120 personnels médicaux et 1050 non médicaux, aussi bien soignants que non soignants. Donc, la mise en place du comité au centre hospitalier de Denain, en fait, beaucoup de sous-commissions de la CME vivotaient, dont le comité éthique. En novembre 2021, sous l'impulsion et l'implication médicale et l'impulsion du président de la CME, le docteur Bello, toutes les sous-commissions ont été réactivées. Et lors de la première séance du comité en novembre 2021, des réflexions ont été menées et sur le règlement intérieur, sur la composition du comité, son mode de fonctionnement et également les élections pour nommer les membres du bureau. Donc, pour résumer, le comité comprend les membres élus, donc nous 3, dont le médecin qui est issu de la CME, des membres de droit, le président de la CME, le directeur de l'établissement, directeur des soins, des membres invités permanents, donc le représentant des usagers, un des représentants. Pour nous, c'est le président de la CDU, un représentant par culte, un membre du service qualité et des membres inscrits sur volontariat. Nous, on appelait cela les référents éthiques. En fait, ce sont des soignants qui font partie de tous les services et sur une base de volontariat et qui assurent le maillage de l'établissement. En séance plénière, nous sommes 24. Alors, bon, c'est bien joli tout ça, mais comment faire vivre le comité éthique et on ne voulait pas se limiter à créer un comité pour créer un comité. Donc, on a réalisé un petit peu un benchmarking. On est allé sur le centre hospitalier de Valenciennes qui avait une expérience longue avec un comité éthique qui existait depuis longtemps. On s'est rapproché des textes et des espaces régionaux. On suit également les webinaires de la FHF qui sont très bien. Et on a aussi permis l'accès de tous à une revue éthique dématérialisée via notre réseau interne de gestion. Suite à tout ce travail, de ces échanges, en fait, il nous est apparu essentiel d'expliquer ce qu'était l'éthique aux agents et pour assurer une dynamique et une réelle et effective plus-value de la réflexion dans nos pratiques soignantes. Alors, comment on a fait? En fait, validé en comité, donc on parlait de groupe précédemment, donc lors de ce comité, on a dit que lors de ces séances, c'était les membres du bureau, donc un de nous 3, qui essayons de donner une définition de l'éthique. Ensuite, on a porté des exemples de vécu pour faire écho aux expériences des professionnels. En fait, c'était intéressant pendant ces réunions, si on était en gériatrie, de prendre des cas concrets de gériatrie. Si on était en maternité, des cas concrets de maternité, pour justement ouvrir le dialogue et puis faire écho aux personnes qui étaient présentes. On a répondu à leurs questions et on leur a aussi présenté ce qu'on allait mettre en place pour assurer les retours d'expérience. Et on leur a donné également des informations sur des sources d'informations, les webinaires, les congrès, les formations possibles. En tout, on a réalisé 22 séances de sensibilisation et nous avons vu donc 239 personnes
médecins, sages-femmes, infirmiers, aides-soignants, etc. Et on a incité sur le pôle gériatrique, notamment au niveau des EHPAD, puisque l'éthique est un axe fondamental de la certification à venir des EHPAD. Ensuite, voilà. Donc, comment on a mis en place le retour d'expérience? Donc, tout simplement, un formulaire qui est papier, qui est disponible en papier ou disponible via notre réseau intranet. Ce document le permet à l'agent, de façon anonyme s'il le souhaite, de déclarer une situation, d'expliquer en quoi cette situation l'a perturbé, en quoi la situation a perturbé la famille, le patient. On rappelle également les grands principes éthiques sur ce formulaire. Et donc, on a mis pour recueillir ces formulaires des boîtes aux lettres, il y en a 6 sur l'établissement. Nous assurons donc un recueil régulier pour voir s'il y a des formulaires. Et suite au recueil de ces formulaires, donc, nous réalisons en bureau élargi, on appelle ça un bureau élargi. En fait, c'est nous 3, plus 2 membres issus du comité, le directeur des soins et le président de la PCME, qui relisons les situations qui ont été signalées. On voit si lors de ces échanges, la situation relève bien de l'éthique, s'il s'agit d'un événement indésirable, et parfois sur les deux. Un événement indésirable qui touche une organisation avec un impact éthique. Ensuite, quand les situations, elles sont validées en bureau élargi, on les voit en comité éthique et on en discute ensemble. Suite à ça, le retour est assuré, que ce soit éthique ou pas, par le bureau au niveau des services et des pôles qui ont signalé. Ça, c'est le dispositif. Et pour illustrer ce dispositif, on a écrit une procédure avec des logigrammes, bien sûr, qui sont dans la gestion documentaire. Oui, voilà, méthodologie écrite, diffusée, et on espère connue et accessible. Donc, le bilan, notre bilan, il est précoce. Nous avons réalisé 2 bureaux élargis en mai et mars 2023, et nous avons analysé 10 déclarations, 4 relevés de l'éthique, et elles ont été analysées en comité le 6 juin 2023. Les retours au service et au pôle sous forme de synthèse, en respectant l'anonymat du déclarant, mais également du patient, en restant très généraliste sur la situation. Avec des propositions d'action du comité ont été faites donc au service et au pôle, et nous sommes en attente du retour des pôles et des services par rapport aux actions qui vont être mises en place. Nous assurons également un retour plus général vers l'ensemble des agents via le réseau de gestion documentaire. Ils peuvent y trouver le règlement intérieur, les procédures, les comptes rendus, mais pas bien sûr les synthèses de déclaration. Ça, c'est entre le comité et le service ou le pôle qui a déclaré. C'est bon pour moi? Oui. Alors, Madame Gabel, il y a une petite question. Les personnes qui avancent les cas sont-elles invitées au débat? Non. Elles sont anonymes. Elles sont anonymes, on ne les connaît pas. Elles ont la possibilité de mettre, si elles veulent, leur identité, mais toutes les déclarations qu'on a reçues étaient anonymes. Pour l'instant. Ouais, tout a été anonymisé. C'est anonyme, on les reçoit anonymes. D'accord. Mais dans le bilan, là, après, justement, parce que si vous regardez bien, on regarde des agents qu'on a sensibilisés, on a quand même vu 239 personnes. On n'a pas reçu tant de formulaires que ça, de déclarations. Donc, on se dit que, justement, ça a été débattu. Donc, au dernier comité, je reviendrai un peu plus loin dessus, sur les retours. Donc, pour continuer par rapport à ce bilan, donc le bilan d'activité du comité, il est connu de la CME, de la CDU et de la SMIRT. Ce bilan reprend les projets donc, passés et à venir. Donc, on souhaiterait maintenir la sensibilisation des acteurs, notamment des nouveaux arrivants, à l'aspect éthique de toute décision concernant le patient, et aussi développer les formations à l'éthique.
Alors, les formations, ce n'est pas évident d'en trouver. On est souvent plutôt sur des journées, notamment, par exemple, le 23 novembre, il y a une journée sur le CHR de Lille qui aussi est inscrit, donc fort intéressante. Par rapport à la diapo précédente, lors du comité éthique d'octobre, du 2 octobre 2023, il a été décidé, donc en groupe, on parlait de groupe précédemment, donc c'est important, il a été décidé et validé en groupe qu'on allait mener une évaluation auprès des agents, de voir un peu, justement, et ça m'intéresse les questions que vous avez présentées, là ça nous intéresse, mais nous on préférerait que ce soit porté par les référents éthiques du pôle ou du service, afin déjà qu'ils se fassent connaître leur mission, parce que peut-être ils ne sont pas suffisamment connus, peut-être qu'ils peuvent aussi aider la collègue qui ne sait pas comment rédiger, qui hésite. Donc on voudrait en fait faire une évaluation, information, et puis voir si derrière on a besoin de resensibiliser et de réactiver, toujours pour entretenir la dynamique. Donc, c'est ce qui a été décidé et on doit travailler avec des référents du comité qui seraient volontaires sur la fiche HAS-EPP et la grille de questions qu'on va poser. Donc, je regarderai sur le site que vous avez cité pour les questions. Il y a des questions qui me plairaient bien de reprendre. Oui, oui, vous pouvez, ouais, pas de problème. Voilà. Donc là, c'était le bilan. Alors, certification. Bon. Donc, nous, la visite de certification, on en a profité, on va dire, bénéficié en février. On a été certifié donc en mai 2022 et le critère, il est tombé, on était déjà dans cette dynamique. Donc, l'établissement promeut et soutient le recours au questionnement éthique par l'ensemble des acteurs. Alors, ce que je vous propose après, c'est justement quel point zoomé par les experts. Donc, si on fait le point avec ce qui a été dit, ce qu'on trouve dans la fiche pédagogique. Alors, les fiches pédagogiques HAS, là, elles sont bien faites. Elles sont bien faites, on nous dit sur quoi ils vont zoomer. Je veux dire, si on ne fait pas attention à ça, c'est tout, quoi. C'est très bien fait. Donc, la fiche pédagogique HAS, et puis par rapport à ce que vous avez dit et ce que nous, on a mis en place, comment on peut faire le lien? Le critère donc, sera, vous l'avez dit, évalué par Audit System. Si on part de la gouvernance sur Denain, donc la politique éthique est connue, elle est diffusée, l'implication de la CME, elle est effective. Le comité avec le règlement intérieur existe. Et depuis, la politique aussi, la politique éthique a été mise en place, est en cours de rédaction, elle n'est pas encore validée. L'organisation des réflexions éthiques, nous, on a réalisé donc un maillage avec des référents, des procédures écrites et connues. Connues point d'interrogation, puisqu'on va évaluer justement les connaissances des agents. On travaille donc en partenariat, bon là peut-être est-ce excessif, avec les espaces éthiques régionales et nationales. En fait, on s'est beaucoup inspiré, notamment pour la politique éthique des derniers rapports au niveau national. Mais on a des traçabilités et des travaux qui prouvent nos dires, puisqu'il faut prouver aux experts ce que vous avancez. Donc là, c'est pour la gouvernance. Par rapport à l'entretien professionnel, la sensibilisation, elle est organisée, effective et pérenne. L'organisation de déclaration, elle est connue, puisqu'on l'a écrite et elle est dans un réseau partagé. Les retours vers les pôles sont assurés, les plans d'action engagés par les pôles sont suivis et connus du comité. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a dû faire des relances parce que ça tarde à venir. Au niveau des représentants des usagers, on a une réelle implication des représentants et de la CDU, puisqu'ils sont informés le compte-rendu de notre bilan d'activité, et que le président de la CDU est membre du comité et il participe au comité. De plus, la dernière CDU, donc en accord avec les RU, on a demandé s'il était possible, puisque les plaintes et réclamations sont passées à la CDU, d'avoir bien sûr une synthèse des différentes thématiques des plaintes qui pourraient être traitées par le comité éthique et ça serait le moyen d'avoir un retour des usagers, puisqu'on a déjà un retour des agents par rapport à des situations qui peuvent les heurter. Mais là, on aurait le retour aussi des usagers. Donc, ils ont accepté et donc, on se rapprochera
de la CDU pour avoir cette synthèse de 2023, là, courant janvier. On voulait faire une éthique, à la fois l'éthique des soignants, mais aussi l'éthique des soignés. Parce qu'en fait, on avait l'impression que notre comité d'éthique fonctionnait un petit peu en vase clos, et c'était quand même important que les patients soient impliqués, ou les représentants des usagers, en tout cas, soient impliqués. Voilà, on va essayer de mettre ça en place. Voilà, c'est une ébauche de projet. Hein. Ah, c'est un beau projet. Alors, on a une petite question où il y a une personne qui nous indique que dans sa structure, les personnes qui font une demande de saisine éthique sont toujours invitées afin de donner des précisions sur la situation vécue comme problématique et afin de participer au temps de réflexion. Voilà, c'est un petit retour d'expérience. Et ensuite, on a une question: à quelle fréquence les membres du bureau se rencontrent-ils? Et quelle durée? Alors, si je peux peut-être expliquer, en fait, le formulaire, tout au long des séances de sensibilisation qu'on a menées, en fait, on est allé vraiment dans les services, dans les pôles, pour présenter notre sensibilisation à l'éthique. Et en fait, à chaque session, les soignants nous renvoyaient des choses, et effectivement, voilà, en premier lieu, ils voulaient quand même que le formulaire soit anonyme, voilà, pour que ce ne soit pas un frein à la déclaration de situation éthique. Donc, peut-être que dans une deuxième période, quand les formulaires, voilà, quand il y aura vraiment une bonne dynamique sur l'établissement, que ce sera bien connu et bien utilisé, voilà, peut-être qu'on aura plus facilement des soignants qui mettront leurs coordonnées, et effectivement qu'on pourra rencontrer à nouveau pour qu'ils nous reprécisent voilà, des informations sur la situation, et qu'on inviterait effectivement au comité. Voilà, ouais, l'idée, c'est vraiment déjà de dynamiser un petit peu ces déclarations, et ensuite, ouais, vous verrez comment les professionnels, du coup, souhaitent déclarer, entre guillemets. En fait, c'est une vraie problématique, hein, ouais. le fait que les déclarations soient anonymes, parce que nous avons uniquement le compte-rendu de l'agent. On ne connaît pas, c'est dans un pôle. Quelquefois, il va dans un service, c'est déjà un peu plus facile, on peut arriver à se renseigner, mais c'est difficile de faire une analyse éthique sans avoir tous les tenants et les aboutissants de la problématique. Et c'est un vrai problème, et plusieurs fois, ça nous a été rapporté que les gens préféraient que ça reste anonyme, parce qu'ils avaient peur que voilà, l'indication d'une sonde gastrique chez une personne âgée, très vite, ils vont se sentir, ça va être ciblé sur eux, et ils ont peur qu'il y ait des représailles, c'est un bien grand mot, en tout cas, qu'ils soient stigmatisés et qu'ils aient pu poser cette question-là. Donc, c'est une vraie problématique qu'on n'arrive pas très bien à résoudre pour l'instant. Il faut qu'on maintienne la confiance. Ouais. Oui. Mais peut-être dans un deuxième temps, à la limite, les voir en bureau, mais pas en comité où il va y avoir 20 personnes, et la pauvre personne, elle va être là avec sa situation. Elle va être peut-être en difficulté. Peut-être les voir avec en comité resserré pour essayer d'avoir des explications, d'échanger avec elle dans un deuxième temps. Oui. Mais vraiment, ça a été insisté pour que l'anonymat soit présent. Donc, déjà là, on veut réactiver. Pas pour l'instant. D'accord. Non, pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution, et en fait, on a quand même été surpris. Certaines questions éthiques qui nous avaient été posées, par exemple en psychiatrie, qui nous semblaient, en lisant, on était effectivement un petit peu heurtés. Et quand on avait la vision d'un des agents qui travaillait, qui fait partie de notre bureau, travailler dans le service, on a eu une toute autre vision qui a relativisé beaucoup ce qui avait été déclaré au point de vue éthique. Voilà. Donc, quelquefois, ce sont des sortes de FEI un petit peu déguisés. Voilà, ce qui sert aussi, on fait un peu le tri pour ça, hein, mais il faut faire un petit peu attention. Voilà, si on n'a qu'une vision, on peut difficilement répondre de façon bien comment dire, claire sur l'éthique, avoir une vision bien claire de la problématique. Oui. Et ensuite, oui, à quelle fréquence les membres du bureau se rencontrent-ils et quelle est la durée? Et la personne nous dit qu'elle a un mal fou à mobiliser un bureau car c'est assez chronophage et elle ne sait pas comment organiser les réunions avec les soignants intéressés. Le bureau, c'est que 3 personnes, c'est nous 3. Nous, le bureau, c'est nous 3. Après, il y a le bureau élargi. Si on a des formulaires à analyser,
Et le comité éthique, séance plénière, c'est 3 à 4 par an. D'accord. C'est sur l'heure du midi avec. Ah oui, on essaye de faire une réunion, la réunion sandwich, quoi. Ouais, c'est ça. Comme ça, pour les soignants, parfois, c'est plus facile de se détacher. Et puis, on prévient longtemps à l'avance et on leur dit, bon, bah, comme ils n'auront peut-être pas le temps de manger parce qu'il y aura les trans, etc., Au moins. on leur, voilà, pendant leur pause repas. C'est vrai qu'il y a une personne qui nous dit dans le chat, dans l'établissement où j'étais avant, nous faisions les bureaux le midi avec partage de sandwich. Ça prenait moins de temps, c'était convivial. Ouais, c'est 1h30 et c'est là, voilà, on veut que ça reste dynamique et que ce ne soit pas une. Oui. Ah oui, 1h30, hein. Oui, Parce que sinon. Et vous, au niveau du bureau, donc tous les trois, vous voyez chaque semaine Ou par mail. Non, oui, plutôt par échange par mail. Et puis, avant un ordre du jour, un point particulier, là, on doit retravailler le formulaire, on doit retravailler la grille d'évaluation avec les référents. Donc, si on a des thématiques, des raisons d'échanger en physique, sinon, c'est des envois par mail. Ça, c'est tous les 2-3 mois. Oui, d'accord. Oui. Il y a d'autres questions? Non. Non, du coup, la personne dit oui, vous travaillez par mail, vous vous entendez bien. Bah oui, ça aide. Ça aide. Et j'ai mis après pour conclure. Alors, la mise en place du comité éthique et la dynamique associée repose sur l'implication de la gouvernance, oui, mais l'implication médicale et le dynamisme des membres du bureau et du comité, lapsus, et le dynamisme des membres du bureau, oui, parce que faut y croire, quoi. Et on a vu sur le centre hospitalier de Valenciennes, on a rencontré des personnes, de belles personnes qui étaient fort impliquées. Parce que, voilà, pour faire vivre, pour aller à l'encontre des personnes, pour avoir les problèmes, les problématiques. Eux, ils procèdent différemment. Mais vraiment, une belle implication et c'est important. Eux, ils ont apparemment, parce que Mme Gabrielle et Mme Gourdin, ils ont assez peu ils n'ont pas de boîte, ils n'ont pas de feuillets qui arrivent comme ça. Et ils font plus des cafés éthiques où il y a beaucoup de monde. Après, c'est un très gros hôpital, Valenciennes. Hein. Mais voilà, nous, on a un petit peu peur, c'est qu'on n'ait plus de situations éthiques qui soient plus postées et qu'on n'ait plus de grain à moudre, entre guillemets. Voilà, c'est pour ça qu'on voudrait essayer de resensibiliser comment dire, les référents dans chaque pôle ou l'idéal d'avoir un référent dans chaque service auquel les personnels puissent interroger. Voilà. Sans ça, on a peur que voilà, ça finisse par se dégonfler un petit peu, il y a l'effet de nouveauté et après, ça risque de s'arrêter. Il faut entretenir. Ouais, c'est ça. C'est le plus difficile, c'est ça, c'est d'entretenir cette dynamique et de garder l'implication de tous les membres. Ce qui est important aussi, c'est l'accompagnement des personnes, la prise en considération de leurs difficultés. Donc, ils peuvent coucher la situation sur un document. Et les retours aussi, il faut assurer un retour absolument. Donc, c'est pour ça qu'on insiste auprès des pôles, parce qu'on n'a pas le retour. Après, ce n'est plus dans nos mains. Le comité propose, le pôle doit revoir avec le service, doit mettre en place les actions. Là, nous, après, on attend un peu que le pôle et le service prennent en main cette situation. Après, si on a de nouveau, par le même service, le même pôle, une situation récurrente, c'est le cas là récemment, et de ce fait, on va agir différemment. Monsieur Duclé va rencontrer en physique, il va avoir un échange par rapport à cette problématique qui a été signalée. On a fait un retour, malgré tout, c'est re-signalé, donc il est important qu'on agisse différemment. C'est ce qui a été décidé au dernier comité. Rencontrer les soignants. On n'est pas sûr que le soignant qui a décrit la problématique soit informé de la réponse. Voilà, ça, on ne sait pas. Voilà. La réponse est donnée au chef de pôle, au 4 sup, éventuellement au chef de service, mais voilà, on ne sait pas si l'agent aura une réponse à la question qu'il a pu poser. Ça, c'est un vrai problème.
Alors après, je vous ai fait un petit clin d'œil vote. La mise en place du comité s'est faite selon les forces et nos faiblesses. Donc ça dépend des établissements, hein. Nous espérions que notre retour d'expérience pourra vous aider dans votre projet et répondre aux attentes de la HAS. Nous, on n'a plus qu'à attendre 2026. Donc ça va, on a un peu de temps. En tout cas, vous êtes très bien parti et on voit bien la dynamique au sein de votre établissement. Et un grand merci pour votre retour d'expérience. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, c'est possible. Allez, sont actifs dans le son. On va attendre quelques minutes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Mais c'est vrai que la grosse difficulté, hein, c'est de garder cette dynamique, hein, auprès des membres, auprès des professionnels. C'est voilà, c'est un travail continu et non, mais enfin, déjà bravo pour tout ce que vous avez déjà mis en place, tous vos projets à venir. Et je pense que votre intervention va aider pas mal d'établissements. C'est bien alors. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer. Donc là, c'est juste pour un rappel, on vous a mis du coup les liens vers le nouveau manuel de certification version 2024. Voilà, vous allez pouvoir récupérer via le PowerPoint le manuel de certification version nouvelle version. Ensuite, on vous a remis le lien vers la page HAS qui vous permet de trouver tous les documents. Les fiches pédagogiques que vous retrouvez également dans le PowerPoint, hein, je vous ai remis les liens. Donc, vous avez notamment la fiche pédagogique sur l'éthique que vous pouvez retrouver ici. Les outils FORAP, on a un outil d'appropriation du manuel de certification donc, qui est mis à jour avec les mises à jour qui ont été effectuées pour janvier 2023. Et là, on est en train de réaliser les modifs avec les mises à jour 2024. Et ensuite, on a des petites fiches mémo FORAP. En fait, nos fiches mémo, on a essayé de décortiquer un petit peu tous les critères impératifs. Donc voilà, on a différentes fiches mémo qui sont à disposition. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si vous souhaitez avoir accès à l'une d'entre elles. Et ensuite, en actualité, donc on a plusieurs formations d'ici la fin d'année qui sont prévues. On a des formations qu'on réalise en tant que structure régionale d'appui avec l'ARS, donc des formations qui sont gratuites. Analyser collectivement les événements indésirables via l'utilisation d'outils d'analyse des causes. Il reste quelques places disponibles sur Amiens. Après, vous pouvez nous envoyer un petit mail sur demande, mais c'est complet sur Lille. Formation ARS également, connaître et maîtriser les risques en établissement médico-social. Donc, il reste quelques places à Armentières, donc à côté de Lille. Maîtriser les bonnes pratiques d'identification du patient tout au long de sa prise en charge, donc au niveau de l'identité-vigilance. Donc ça, c'est un webinaire. Mettre en œuvre la démarche de gestion des risques médicamenteuses pour les personnes âgées. Et mettre en œuvre la démarche de gestion des risques médicamenteuses pour les personnes handicapées également. Et ensuite, on a des formations qui ne sont pas gratuites, donc RSQR, donc anticiper les pannes informatiques et savoir réagir. S'approprier le dispositif d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Et sécuriser la prise en charge médicamenteuse en structure d'hébergement pour personnes âgées et handicapées. Donc voilà, si vous avez une question pour une formation, une demande particulière, n'hésitez pas à contacter ma collègue Mélanie Chatry qui est responsable formation. Et ensuite, vous pouvez retrouver du coup toutes les informations sur notre site internet. Ensuite, un petit save the date pour les personnes qui sont concernées. On organise une journée régionale de sensibilisation au nouveau manuel d'évaluation des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, avec la participation de l'ARS, la HAS et du CREAI. Donc, c'est en webinaire, c'est le jeudi 7 décembre après-midi.
Donc voilà, c'est pour vous permettre de retenir la date. Et également, donc l'ARS a lancé son prix qualité. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations. On vous a mis le lien avec toutes les infos du prix qualité. Donc vous pouvez nous retrouver, nos réseaux, on est sur Armentières et sur Amiens. Donc on a 2 antennes, une plutôt Nord-Pas-de-Calais et une Picardie. Et voici nos contacts, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir une information ou si vous avez une demande particulière. Donc le webinaire a été enregistré, donc il sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube et vous pouvez retrouver la présentation sur notre site internet dès la fin de semaine, enfin dès demain. Je remercie grandement l'Espace de réflexion éthique pour sa présence aujourd'hui, pour ce webinaire qu'on a réalisé du coup en partenariat. Et je remercie également le Centre hospitalier de Denain pour son retour d'expérience qui aidera, je pense, beaucoup d'établissements. Donc merci Dr Slama, merci Madame Ducarme et merci au Centre hospitalier de Denain. Merci. Merci à tous. Bon après-midi.